Cet après-midi, elle aurait eu toute sa place vendredi dernier dans notre émission à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, preuve que l'on n'attend pas ce jour-là pour en parler. Je vous raconte celle que les États-Unis célèbrent chaque année à la même date, c'était hier, une esclave qui a aidé de nombreux autres comme elle à s'échapper, à fuir leurs conditions pour simplement vivre, ou la véritable histoire de Harriet Tubman, la Moïse Noire. Comment a-t-elle aidé des dizaines d'esclaves à s'évader ? Qu'est-ce que le chemin de fer clandestin ? Quel écho les mémoires d'Harriet Tubman ont-ils rencontré à leur parution dans la seconde partie du 19e siècle ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes à la fin des années 1850 dans le sud des États-Unis et les propriétaires du Maryland voient leurs esclaves s'évaporer dans la nature depuis plusieurs années. La coupable ? Une certaine Harriet Tubman, une esclave elle-même qui s'est échappée voilà quelques années et revient depuis régulièrement dans sa région d'origine pour libérer les siens. Elle connaît parfaitement les lieux et sait les guider sur ce qu'on appelle l'Underground Railroad, le chemin de fer clandestin. Il ne s'agit pas d'un train, mais d'un réseau de routes, d'itinéraires et de refuges empruntés par les esclaves pour fuir le sud ségrégationniste. Harriet Tubman a déjà accompli près de 10 voyages entre le Maryland et le Canada et n'a pas perdu un seul fugitif sur son trajet. Bien vite, on la surnomme Moïse, en référence au prophète qui guida les esclaves hébreux hors d'Égypte. Ce surnom codé permet de communiquer discrètement sur ses mouvements. Les propriétaires s'aperçoivent-ils que de telles fuites ont lieu, me direz-vous ? Bien sûr, ils publient des avis de recherche qui poursuivent les fugitifs sur leur route. Mais leur suspicion se porte avant tout sur les abolitionnistes blancs et noirs libres, qui soupçonneraient la petite esclave handicapée Minty, l'ancien nom d'Harriet, qui s'est échappée des années plus tôt. Lors d'un de ces voyages, Harriet Tubman ne sait pas lire, aurait néanmoins entendu d'autres passagers lire à voix haute un avis de recherche la concernant et dont la récompense s'élèverait à $40 000, soit environ 1 million d'aujourd'hui. Une telle récompense est évidemment fantaisiste, mais l'anecdote relatée par la biographe d'Harriet Tubman, Sarah Hopkins Bradford, montre bien l'astuce dont Moïse fait preuve pour mener son peuple vers la liberté. Jugeant qu'elle serait rapidement soupçonnée en entendant les avis de recherche, Harriet Tubman décide de descendre à la gare suivante et reprend le train vers le sud. Personne ne penserait qu'une fugitive puisse ainsi se jeter dans la gueule du loup. Elle se rend ensuite dans un village et tombe sur l'un des maîtres qu'il avait loué par le passé. Pour éviter qu'il ne la reconnaisse, Harriet enfonce sa capeline sur ses yeux. Elle prend la posture d'une femme âgée. Ayant acheté 2 poules, elle détache la ficelle qui les maintient. Elles se mettent à battre des ailes et quand l'ancien maître arrive à son niveau, Harriet Tubman est occupée à les retenir. Il passe alors son chemin, loin de se douter qu'ils viennent croiser la responsable des nombreuses évasions, celle qui guide vers la liberté et au prix de leur vie et de la sienne aussi, des esclaves des États du Sud des États-Unis. Harriet Tubman, de son nom de baptême Aramin Taros, a vu le jour entre 1820 et 1825 dans une famille d'esclaves du Maryland. Les estimations varient sur la date de sa venue au monde car les archives sur les esclaves sont imprécises. C'est là l'un des nombreux exemples du processus de déshumanisation à l'œuvre dans l'esclavage. Malgré tout, des archives personnelles se créent et on raconte à la jeune Araminta, dite Minty, qu'elle est d'une lignée Ashanti, un peuple de l'actuel Ghana. Ses parents, Ben et Harriet, dite Rite, ont 9 enfants. 3 filles leur sont malheureusement arrachées pour toujours, vendues par le maître de Rite, Edward Brodess. Mais quand il menace Moïse, le petit dernier, tout un réseau d'esclaves s'organise pour le cacher. Et quand Brodess et l'homme de Georgie qui veut acheter Moïse se présentent à sa porte, Rite passe aux menaces. Le premier homme qui franchira le seuil de sa maison verra sa tête ouverte. Le voilà prévenu. Brodess finit par renoncer.
Cette histoire circule dans la famille de la jeune Araminta, et cet acte de bravoure et de résistance qui permet le sauvetage de son jeune frère la marque durablement. Comme sa mère Harriet, dont elle reprend plus tard le prénom, Araminta résistera. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, la petite fille est louée à une femme qui la maltraite quotidiennement. Bonne à tout faire de jour et nourrice la nuit, elle n'a aucun moment de répit car la maîtresse est économe. Elle veut en avoir pour son argent et que cette location rapporte. Si la petite Araminta a le malheur de s'endormir après une journée de labeur ininterrompu, le bébé qu'elle garde se réveille et elle est durement fouettée. Araminta finit par être renvoyée à Brodess. Selon celle qui l'a louée, elle ne vaut pas plus qu'une pièce de 6 pence. Sa mère l'aide à se remettre sur pied, mais bien vite Araminta est de nouveau arrachée à sa famille. Les gens à qui elle est louée par la suite ne sont guère plus charitables que la première dame. Elle passe bien vite aux travaux des champs où l'on attend d'elle les mêmes capacités inhumaines. Un jour, un esclave de la propriété s'enfuit et le contremaître furieux ordonne à Araminta de l'aider à l'arrêter. Elle refuse et lui barre même la route alors que la poursuite s'achève dans la mercerie d'un petit village. Le contremaître jette alors un poids de balance d'1 kilo sur le fugitif. Il le manque, mais atteint Araminta en pleine tête. Le crâne brisé, Araminta est ramenée chez l'homme qui l'a louée et demeure sans soin pendant 2 jours. Toute sa vie, elle souffrira des séquelles de cette blessure avec des crises de somnolence consciente qu'on interprète aujourd'hui comme de l'épilepsie temporale ou de la narcolepsie ou cataplexie. Certains attribuent aussi ces visions divines à cette blessure, car la jeune fille a une foi profonde en Dieu. Elle le voit, s'adresse à lui quotidiennement, et après sa blessure, en a des visions qu'elle interprète comme des messages qui la guident. Sa foi vient aussi de sa famille, très pieuse. Les esclaves de l'époque rejettent les interprétations des saintes écritures que font leurs maîtres. Ces derniers les manipulent en effet pour exhorter les Noirs à obéir. Les esclaves puisent alors plus profondément dans la Bible pour nourrir leurs croyances et connaissent bien l'Ancien Testament. En témoigne le nom du frère d'Araminta, Moïse, le sauvé des eaux, que sa mère a caché d'un maître cruel. Un prénom qui reviendra plus tard dans la vie d'Araminta, qui n'est plus Araminta pour longtemps d'ailleurs. Jeune adulte, elle reprend donc le prénom de sa mère Harriet. C'est aussi à cette époque qu'elle épouse un noir libre nommé John Tubman. Mais cette union ne change rien à sa propre situation. À force de mauvais traitements, Harriet, désormais Tubman, tombe malade. Et là encore, alors qu'elle est à demi consciente et souffre, prostrée au sol, Brodess cherche à la louer. Harriet se met alors à prier pour qu'il change d'avis et fasse preuve de générosité envers elle, pour qu'il devienne chrétien. Mais ça ne change rien. Alors, elle se met à prier pour qu'il meure. « Seigneur, si tu ne veux pas changer le cœur de cet homme, tue-le, Seigneur, et fais-lui débarrasser le plancher pour qu'il ne fasse plus de mal à personne. » Et quand son décès survient, Tubman culpabilise, d'autant plus que sa situation ne s'en améliore pas pour autant. Mais que va-t-il advenir des esclaves à présent que le maître est mort ? Pour éponger les dettes qu'il a laissées, son épouse commence à vendre certains d'entre eux. Harriet Tubman en fait des cauchemars pendant des nuits et des nuits entières, rêvant d'une terre promise dans un or fantasmé. Son mari John se moque d'elle et la rabaisse pour ses peurs supposément infondées. Sauf que la vérité les rattrape. Elle et ses 2 frères, Ben et Henry, sont bientôt menacés d'être envoyés dans le sud profond pour travailler dans les plantations avec une chaîne d'esclaves. Harriet ne tient plus, elle partira sans son mari. Elle convainc en revanche ses 2 frères de fuir avec elle et tous parviennent à s'échapper le 1er septembre 1849. Mais après quelques jours, ils ont des états d'âme. Ben surtout regrette d'avoir laissé sa femme et ses enfants derrière lui. Les 2 frères d'Harriet abandonnent leur fuite et forcent leur sœur à les suivre. Quelque temps après, elle repart, seule cette fois. Elle peut avoir 2 choses, la liberté ou la mort. Si elle n'obtient pas l'une, Harriet Tubman aura l'autre. Pour signifier son départ aux autres esclaves avec qui Harriet Tubman n'a pas le droit de s'entretenir, elle passe par des chansons. Les chants d'esclaves qui puisent dans l'Ancien Testament parlent d'exil et de terre promise.
Ils ont un sens limpide pour qui prête l'oreille. Évidemment, les maîtres n'y comprennent rien, ce dont les esclaves tirent parti. Ces adieux faits, Harriet suit l'étoile polaire vers le nord et emprunte ce qu'on appelle, je vous le disais au début de mon récit, le chemin de fer clandestin. Sur cette route, qui ne sont en rien des voies de train, elle rencontre des alliés abolitionnistes. Parmi eux, les Quakers, avec qui Harriet travaillera par la suite à renforcer ce réseau clandestin. Les Quakers, ou membres de la Société des Amis, sont des dissidents de l'Église anglicane qui n'ont pas de hiérarchie et considèrent la foi comme personnelle. Pour eux, l'esclavage est une chose immorale et incompatible avec la loi de la nature. Grâce au chemin de fer clandestin et à sa propre connaissance du terrain, Harriet Tubman franchit la ligne invisible qui la séparait de sa liberté. Après plus de 20 ans d'esclavage, elle est enfin libre. La voilà au nord. Une fois en Pennsylvanie, elle regarde ses mains pour voir si elle est la même personne. Il y avait une telle gloire répandue sur chaque chose. Le soleil est apparu comme de l'or à travers les arbres et sur les champs, et j'ai cru être au paradis. Peut-on lire dans ses mémoires? Peut-être un poil romancé. Mais quoi qu'il en soit, sa joie est là. Une joie teintée cependant d'amertume, car sa famille est restée derrière elle. Elle prend alors une résolution solennelle. Elle ira les chercher. Harriet est libre, oui, mais eux doivent l'être aussi. Harriet Tubman s'installe à Philadelphie où la communauté noire est constituée en grande partie d'esclaves échappés comme elle, ce qui lui garantit un certain anonymat. Elle travaille en nourrissant le dessein de redescendre chercher les siens. En 1850, elle est contactée par le mari de sa nièce Kezia, John Bowley. Il lui explique que la veuve de Brodess, son ancien maître, est bien décidée à vendre sa femme et ses enfants. Tubman échafaude un plan pour les libérer et part donc pour Baltimore, où les enchères ont lieu. Baltimore est une ville dangereuse pour les fugitifs comme elle, d'autant plus que beaucoup chassent les esclaves par appât du gain. Mais sa famille a besoin d'elle, alors elle répond à l'appel. Le plan fonctionne. Bowley ouvre à sa femme et à leurs enfants les portes de la liberté. Tubman les cache jusqu'à ce qu'ils trouvent un bateau leur permettant de quitter la ville. À peine un an après sa fuite, Harriet Tubman est ainsi devenue une référence pour les esclaves qui veulent s'échapper. Elle montre de remarquables capacités d'adaptation et sait déjà comment faire jouer son réseau et organiser un sauvetage. C'est le début d'une série d'allers-retours dans le Maryland. En 1851, pour son second sauvetage, elle parvient à emmener son plus jeune frère, Moïse, et 2 hommes qui travaillent avec lui. Son troisième voyage est plus amer. Harriet Tubman prend contact avec son mari John. Elle a gardé son nom de famille. Pour elle, malgré la distance et les années, ils sont toujours mari et femme. Mais John l'a remplacé et ne répond pas à son appel. Alors qu'elle a pris un risque immense en revenant si près de la maison de son ancien maître, elle ne se laisse pas aller au désespoir et guide 11 autres personnes vers la liberté. Non seulement des proches et leurs connaissances, mais aussi des étrangers. Dans ce groupe se trouve son frère William Henry et sa fiancée Catherine. Leur maître refuse qu'ils se marient. Tant pis, ils se passeront de leur bénédiction. William Henry fait passer des vêtements d'homme à Catherine et c'est travesti qu'elle le rejoint dans sa fuite jusqu'au Canada. Car depuis le Fugitive Slave Act qui pousse les forces de l'ordre des États abolitionnistes à arrêter les esclaves en fuite pour les ramener chez eux, les États-Unis sont bien trop dangereux. Sur son trajet, Tubman aurait trouvé refuge chez Frederick Douglass, abolitionniste américain qui, comme elle, est né esclave. Tubman et Douglass éprouvent l'un pour l'autre une grande admiration. Ils saluent son courage et sa dévotion à la cause, d'autant plus qu'Harriet combat dans la clandestinité la nuit, à l'abri des regards, là où Douglass, le grand orateur et écrivain, est publiquement vilipendé, mais aussi soutenu. Parmi les méthodes d'Harriet Tubman, je vous le disais, il y a la chanson. Elle en utilise 2, Go Down Moses et Bound to the Promised Land, dont elle change le rythme pour avertir les fugitifs de possibles dangers. Elle n'hésite pas à user de déguisements, détourne parfois l'attention avec des distractions et des leurres. Prudente, Harriet Tubman ne voyage qu'en hiver, quand la nuit dure et qu'il est plus difficile de repérer les fuyards. Elle est armée d'un petit pistolet qu'elle n'utilisera jamais, mais dont elle menace les fugitifs qui, épuisés,
veulent abandonner et risquent alors de mettre tout le groupe en danger. Personne ne se ravise dans la route vers le nord. Harriet dispose aussi d'un instinct remarquable qu'elle attribue à Dieu qui, selon elle, guide ses pas vers la liberté. Mais cet instinct sera-t-il suffisant quand en 1857, elle décide de guider ses deux vieux parents, Ben et Ruth, vers cette liberté tant désirée? Car il s'agit là de sa mission la plus risquée. À cette époque, Ben et Ruth Ross, les parents d'Harriet, ne sont plus des esclaves depuis des années. Ben a été affranchi après ses 45 ans et il a pu racheter son épouse après la mort de Brodess. Harriet Tubman a donc privilégié le sauvetage de membres de sa famille plus jeunes qui avaient plus de valeur que ses parents. Mais la position de Ruth et Ben est risquée. Ils ont hébergé des esclaves en fuite chez eux et les autorités du Maryland cherchent à se venger. Ils ont déjà arrêté d'autres alliés du chemin de fer clandestin et Ben pourrait bien être le prochain. Harriet Tubman sait que ses parents seront incapables de marcher nuit et jour comme ces fugitifs habituels. Elle sait également que les nuits d'été sont plus courtes et qu'il est donc plus dangereux d'agir à ce moment-là. Seulement, le temps presse et malgré les inquiétudes de ses amis, elle maintient son opération. Elle loue alors un chariot vétuste avec un cheval afin d'épargner ses parents et les dépose à la gare. Grâce à son réseau qui a pris de l'ampleur et à sa propre ruse, elle parvient à leur faire traverser le Maryland et le Delaware. Ses alliés Quakers les aident ensuite à atteindre le Canada. Une fois arrivés là-bas, Ben et Ruth changent prudemment leur nom de Ross à Stewart. Ils y retrouvent 5 de leurs fils et leurs petits-enfants, parmi lesquels plusieurs sont nés libres. Quelle joie pour Harriet de les voir ainsi réunis. Mais elle ne s'arrête pas là et repart bientôt chercher l'une de ses sœurs et sa famille. Jusqu'au début des années 1860, Harriet Tubman retourne 13 fois dans le Maryland et sauve, selon ses dires, environ 70 esclaves. Elle en sauvera bien d'autres par la suite en leur transmettant des informations sur ce fameux chemin de fer clandestin. Lors d'un passage à Troy, dans le Michigan, elle aide aussi l'esclave fugitif Charles Neil à s'échapper alors qu'il est retenu par les autorités. Elle se déguise en vieille femme, se faufile là où il est tenu captif, la grippe et le tire dehors où une foule de sympathisants leur ouvre les bras. Au cours d'émeutes spectaculaires, la foule s'oppose aux forces de l'ordre et parvient à faire monter un Charles Neil semi-conscient dans un bateau. Tubman prend des coups au passage, mais sa mission est une réussite. Neil est évacué par le fleuve. En 1859, l'abolitionniste John Brown invite Harriet Tubman à le rejoindre dans son raid contre Harper's Ferry en Virginie. Elle tombe hélas malade et ne peut pas y participer. Sa présence aurait pu changer le cours de l'histoire car sans elle, l'opération est un échec. John Brown cible l'arsenal de l'armée. La vingtaine d'hommes avec lui n'est malheureusement pas rejointe par la foule d'esclaves révoltés que Brown aspirait à convaincre. Ils sont écrasés et John Brown est pendu. Cette opération fait grand bruit et est considérée comme un prélude à la guerre de sécession qui éclate en 1861. L'abolition de l'esclavage est l'enjeu principal de ce conflit qui oppose les 11 États confédérés du Sud à l'Union des États du Nord dirigée par Abraham Lincoln. Mais si les États du Sud font sécession en se séparant du Nord, c'est aussi pour signifier leur rejet de Lincoln et d'un système gouvernemental qui ne leur convient pas. Cette guerre met également en évidence une différence économique entre les deux parties. D'un côté, nous trouvons un Sud agricole reposant sur le travail des esclaves dont le nombre augmente malgré l'abolition de la traite en 1808. De l'autre, un Nord industriel d'où émerge la classe ouvrière. Harriet Tubman se plonge dans le conflit, certaine qu'il s'agit là d'une opportunité inestimable pour mettre enfin un terme aux atrocités de l'esclavage. Elle rejoint le front et travaille d'abord comme nurse et cuisinière. Elle soigne des soldats atteints de dysenterie et de variole sans elle-même l'attraper. Elle reçoit des rations du gouvernement, mais certains esclaves fugitifs y voient un traitement spécial. Afin de ne pas attiser les tensions, Tubman y renonce. En plus de son travail de nurse et de cuisinière, elle prépare alors des tartes et de la root beer tous les soirs pour les vendre le lendemain et assurer ainsi sa subsistance.
Elle contribue à des victoires de l'Union en leur fournissant des informations essentielles sur les lieux. En effet, si les esclaves du Sud ne se fient pas aux soldats blancs de l'Union, les Yankees disent tout à Harriet Tubman et elle recrute de nouveaux soldats parmi eux. Elle guide à présent des armées et contribue toujours à libérer des esclaves où elle passe. Lors d'un raid sur la rivière Combahee, elle vient en aide à pas moins de 750 esclaves. Elle est alors connue comme la Générale Tubman, un surnom que John Brown lui avait déjà donné, ayant repéré chez elle les qualités d'un leader militaire. En 1865, la guerre s'achève avec la victoire de l'Union. Malgré le soutien de nombreux amis, Harriet Tubman ne recevra de pension militaire qu'en 1899. Plus de 30 ans après son service dans l'armée, 30 années, bien difficiles pour celle qui a tant donné. Après la guerre, Harriet Tubman n'est ni décorée ni récompensée pour ses services. Hors des milieux abolitionnistes, personne ne sait encore vraiment qui elle est. Elle continue de travailler à divers endroits pour entretenir sa propriété à Auburn, une ville d'Alabama, et soutenir ses parents et ses proches. Harriet déteste demander de l'aide pour elle-même, mais peine à joindre les deux bouts, après des années passées à se donner tout entière pour sa communauté. Heureusement, elle a des alliés qui s'organisent pour lui obtenir une pension. En 1869, Sarah Hopkins Bradford publie également la première biographie autorisée de Harriet Tubman, dont les bénéfices lui sont directement reversés. C'est cette année-là que Tubman se remarie avec Nelson Davis, un fermier et ancien soldat de l'Union de 22 ans, son cadet. En 1874, ils adoptent tous les deux une fille nommée Gertie. Mais le combat n'est pas fini pour Harriet Tubman, qui soutient le droit de vote des femmes et traverse le pays pour faire des discours. Elle y relate ses actions durant la guerre de sécession et fait la démonstration de l'égalité homme-femme en décrivant le sacrifice des femmes à travers l'histoire. En 1896, la Fédération nationale des femmes afro-américaines est fondée et Harriet y est la principale conférencière. Elle est célébrée à diverses occasions à travers le pays, mais la précarité dans laquelle elle vit l'oblige à vendre ses possessions pour payer le train. Elle n'obtient de l'aide du gouvernement qu'après la mort de son mari, avec une pension de veuve de guerre en 1890. La pension pour son propre service ne lui sera attribuée que 9 ans plus tard. En 1904, à l'occasion de la 28e convention annuelle de l'Association du suffrage féminin de l'État de New York, la suffragette Susan B. Anthony la présente comme une légende vivante. Cette vieille femme, dans sa robe et son manteau noir usé, dégage une impression de dignité qui frappe l'assistance de l'événement. À cette occasion, Harriet déclare simplement « J'étais conductrice du chemin de fer clandestin et je peux dire ce que la plupart des conducteurs ne peuvent pas dire. Je n'ai jamais vu mon train dérailler et n'ai jamais perdu un seul passager. » Une métaphore qui semble encore trop modeste, à côté de la bravoure et de la grandeur des actes de celle que les États-Unis célèbrent désormais chaque année à l'occasion du Harriet Tubman Day. God's gonna trouble the water. Europe 1, historiquement vôtre. Antoine Guégan, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Un point pour commencer sur le contexte dans lequel Harriet Tubman s'illustre. Elle naît dans les années 1820, s'évade de la plantation dans laquelle elle est réduite en esclavage à la fin des années 1840 et dès lors s'illustre en aidant des esclaves à s'échapper et en luttant activement pour l'abolition de l'esclavage. Dans la première moitié du XIXe siècle, où se situe-t-on dans l'histoire de l'esclavagisme aux États-Unis ? Quels sont les États qui l'autorisent et à l'inverse ceux qui le proscrivent ? Tous les hommes sont créés égaux. Ainsi stipule la Déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. C'est important de revenir à cette date, car depuis la fondation des États-Unis, leur indépendance de la Grande-Bretagne, la question de l'esclavage est au cœur de la vie politique des États-Unis. Dès la fondation des États-Unis, il est décidé que les adhésions dans l'Union se feront en double. Un État abolitionniste, ou un État qui ne pratique pas l'esclavage, et un État esclavagiste. Et cette balance doit être maintenue tout au long du XIXe siècle.
Et donc il y a de très nombreux compromis au fil des années. En 1820, qui correspond à la naissance de Tubman, le compromis du Missouri. En 1850, le compromis de la Californie, avec une loi très importante, le Slave Fugitive Act, donc la loi sur les esclaves fugitifs, sur laquelle on pourra revenir, qui essaie de maintenir ce périlleux équilibre. Mais où en est-on au milieu du XIXe siècle? La balance est plus ou moins maintenue, mais bien évidemment, les États du Sud se sont menacés par un Nord de plus en plus nombreux, et pour également maintenir cette balance entre les États qui pratiquent l'esclavage et ceux qui ne le pratiquent pas, on décide d'instaurer cette idée qu'un esclave vaut les 3/5 d'un homme blanc. Tout cela pour qu'il y ait autant de représentants du Sud à la Chambre des représentants que du Nord. Donc, au milieu du XIXe siècle, les tensions sont toujours en permanence importantes, puisque cet équilibre politique est nécessaire pour maintenir finalement le pays dans une forme d'union précaire et ainsi éviter la guerre. Mais au moment où Harriet Tubman s'échappe, on sait à combien on estime le nombre d'esclaves aux États-Unis? Alors, on estime qu'en 1840, il y avait 3 millions d'esclaves aux États-Unis et 6 millions en 1860, donc peu de temps avant le début de la guerre de sécession. Ce qui est aussi important à comprendre, c'est que contrairement à d'autres pays d'Amérique du Sud, aux États-Unis, à partir de 1807, le commerce triangulaire est interdit, donc il n'y a pas un apport permanent d'esclaves venant d'Afrique. C'est un renouvellement naturel. Et il y a également un moment très important, vers le milieu du XIXe siècle, c'est une transformation assez notable dans l'esclavage aux États-Unis. C'est là où les États du Sud profond, comme la Louisiane et le Mississippi, prennent véritablement leur essor avec la culture du coton, du riz également, et qui va donc demander une grande main-d'œuvre, et donc le fait que beaucoup d'esclaves qui étaient avant dans les États comme la Virginie, le Maryland, plus au nord, vont dans le Sud profond pour pouvoir évidemment exploiter ces champs de coton très importants. Dernière idée en tête pour montrer à quel point finalement il était nécessaire quelque part également de maintenir les esclaves en relative bonne santé, en Jamaïque. Sur les 750 000 esclaves qui ont été arrachés de leur terre en Afrique et ramenés en Jamaïque, il n'y en a que 300 000 en 1831 lors de l'abolition de l'esclavage en Jamaïque. Donc aux États-Unis, il y a un renouvellement naturel très important qui explique finalement le fait que le nombre d'esclaves augmente d'année en année jusqu'à la guerre de sécession. Antoine Guégan, Harriet Tubman naît de parents esclaves, ce qui en fait une captive dès la naissance. Juridiquement, comment sont considérés les esclaves? C'est-à-dire, est-ce que on dit que le propriétaire a droit de vie et de mort sur eux, c'est vrai? Oui, tout à fait. Un esclave est un bien meuble, appartient au maître. Alors, il n'y a pas de code noir comme ça peut être le cas en France, mais bien évidemment, le maître peut décider à tout moment de revendre son esclave plus au sud, de le séparer de sa famille. Et bien entendu, si un esclave se montrerait trop rebelle, trop rétif aux consignes, il peut le punir. Alors, la mort est quand même une punition très forte, puisque c'est aussi couper le maître d'une main-d'œuvre nécessaire pour la plantation au quotidien, pour les tâches qu'il doit accomplir. Mais oui, bien entendu, le maître peut, s'il le souhaite, tuer un esclave sans aucune poursuite judiciaire. Comment s'organise la vie des esclaves dans les plantations? Souvent, en France, on a cet imaginaire de l'esclavage avec ces très grandes plantations, comme on peut le retrouver dans Ottoman-Porte-le-Vent. Mais cela était relativement rare. La plupart des plantations avaient moins de 10 esclaves, et beaucoup d'esclaves étaient loués pour les récoltes, par exemple. Mais dans les grandes plantations, il y avait toujours cette distinction entre l'esclave qui travaillait au champ, qui étaient les tâches les plus pénibles au quotidien, et souvent d'ailleurs ces esclaves étaient les plus noirs de peau, alors que ceux qui avaient une peau plus blanche pouvaient être des esclaves domestiques qui bénéficiaient de conditions de vie relativement meilleures. Déjà ils étaient mieux logés, ils avaient quelques privilèges sur la nourriture, et parfois aussi c'était
en étant un esclave domestique, qu'un esclave pouvait apprendre à lire et à écrire si, à travers les fils du planteur, ou parfois la femme du planteur qui pouvait apprendre à lire et à écrire à certains esclaves, comme ça a été le cas pour Frederick Douglass. En 1849, après une première tentative, Harriet Tubman parvient enfin à s'évader. Mais que risquent les esclaves fugitifs comme elle à cette époque ? Ils peuvent risquer la mort, mais pas tant par le maître, plutôt par ces chasseurs d'esclaves qui étaient extrêmement nombreux aux États-Unis, qui parcouraient tous les chemins connus des esclavagistes que pouvaient emprunter les esclaves, et également évidemment les chemins plus quotidiens. Mais un esclave risquait surtout d'être séparé de sa famille s'il était capturé. Dans la presse sudiste, jusqu'à la guerre de sécession, on retrouve des dizaines de milliers d'avis d'esclaves fugitifs, d'avis de recherche. Et souvent, on promettait une somme d'argent, plus ou moins conséquente, selon la valeur qu'avait l'esclave, selon son âge, selon son attachement que pouvait avoir le maître avec lui ou avec elle. Et donc, si l'esclave était capturé, que les chasseurs d'esclaves ne le tuaient pas directement, puisqu'ils pouvaient le faire également, ils ne risquaient aucune poursuite pénale, ils pouvaient donc revenir sur la plantation. Parfois, ils avaient des sévices physiques. Ils pouvaient être marqués au fer rouge sur leur peau de la lettre R, qui voulait dire donc fugitif en français. Ils pouvaient également, donc, comme je l'ai dit, être séparés de leur famille, mais finalement la mort était pas la punition la plus commune, bien évidemment. Un esclave a plus de valeur vivant que mort. Dès lors, Harriet Tubman va rejoindre ce qu'on a appelé l'Underground Railroad, ou le chemin de fer clandestin, un mouvement auquel Harriet Tubman participe et qui organise la fuite des esclaves. Comment ce réseau s'organise-t-il ? C'est un réseau très vaste, et comme vous l'avez dit, c'est le chemin de fer clandestin, même si la métaphore en anglais, c'est souterrain, qui rend mieux, je pense, cette idée du fait que c'est quelque chose de peu connu des maîtres. Ce sont finalement des chemins qui traversent tous les États-Unis et qui permettent aux esclaves de rejoindre le nord depuis le sud. Alors ces chemins sont bien évidemment beaucoup plus marqués dans les États très proches de la frontière symbolique entre le nord et le sud, qui est la frontière entre le Maryland et la Pennsylvanie, et c'est tout un système où les esclaves peuvent voyager surtout de nuit, bien évidemment, et cette métaphore du chemin de fer se retrouve aussi à travers son fonctionnement. Par exemple, il y avait des caches sur les chemins menant vers le nord qui s'appelaient des gares, des dépôts, où les esclaves pouvaient passer la nuit en sécurité, souvent dans des églises. Vous avez parlé des Quakers qui étaient assez impliqués dans le mouvement, mais également parfois aussi des abolitionnistes qui pouvaient héberger chez eux des esclaves. Et comme Harriet Tubman, ceux qui menaient les convois étaient appelés parfois les ravisseurs ou les chefs de train, et donc guidaient les esclaves vers le nord. Le chemin de fer souterrain va également devenir bien plus important à partir de 1850, puisque cette loi d'esclaves fugitifs, finalement, oblige les États abolitionnistes à livrer les fugitifs, même s'ils ont atteint la liberté. Et si les États abolitionnistes refusent de le faire, ils peuvent être punis par l'État fédéral. Donc cela va en fait pousser les esclaves fugitifs, et même ceux qui ont déjà atteint la liberté, à aller au Canada. Le chemin de fer souterrain va devenir d'autant plus essentiel, puisque cette fois-ci, il ne s'agira plus de traverser quelques États, déjà parfois c'est quand même 1000 km, mais d'atteindre le Canada pour que les fugitifs puissent être en sécurité. Antoine Guégan, dans les années 1850, Harriet Tubman, esclave en fuite, fréquente les mouvements abolitionnistes. Qui les compose ? Qui sont les différents abolitionnistes à l'époque ? C'est un mouvement très large, qui est à la fois religieux. Vous avez parlé du mouvement Quaker, qui milite depuis... Les Quakers sont très importants en Pennsylvanie, donc ils vont avoir un rôle essentiel dans l'abolition de l'esclavage dans cet État. Il y a également de très grandes figures qui sont bien très célèbres. Par exemple, William Lloyd Garrison, qui va fonder des importants quotidiens de la presse abolitionniste, dans laquelle travaillera Frederick Douglass. Et au fil des années, plus on se rapproche de la guerre de sécession,
plus évidemment le ton monte. Pour Garrison, au bout d'un moment, il s'agit de brûler la Constitution, puisque la Constitution ne protège pas les esclaves. Au même moment, dans les années 1840-1850, il y a également une forme d'abolitionnisme beaucoup plus violent, avec une résistance directe. Et là, je pense à la figure de John Brown, que vous avez évoqué. Donc, John Brown est considéré comme un mythe aux États-Unis, de manière très positive pour le Nord, comme le libérateur potentiel des esclaves, mais dans le Sud, encore aujourd'hui, comme un fou illuminé. Pour autant, John Brown a été soutenu par des grandes figures intellectuelles américaines du XIXe siècle. Je pense aux philosophes Thoreau ou Emerson, qui ont même financé finalement sa tentative de capture de l'arsenal fédéral de Harper's Ferry en Virginie occidentale aujourd'hui, qui montre bien finalement que l'abolition est de plus en plus forte, cette idée d'abolition aux États-Unis. Et bien entendu, dernier mouvement important, c'est celle du grand public à travers la littérature, et je pense à La Case de l'Oncle Tom d'Harriet Beecher Stowe, qui a eu aussi un rôle essentiel pour convaincre certains Américains de la nécessité de l'abolition, puisqu'aux États-Unis, avant la guerre de sécession, La Case de l'Oncle Tom est le livre le plus vendu après la Bible, ce qui montre bien aussi l'importance que prennent ces réseaux abolitionnistes. Alors qu'elle s'enfuit, Harriet Tubman est libre de fait, mais fugitive. Alors comment une personne réduite en esclavage peut-elle officiellement recouvrer sa liberté et acquérir le statut d'homme ou de femme libre ? La première possibilité pour s'affranchir, c'était acheter sa liberté. Les esclaves sur les plantations, lorsqu'ils avaient fini leur travail quotidien, pouvaient également être loués par d'autres propriétaires ou pouvaient utiliser leur temps libre pour vendre leurs services. Et ils pouvaient, sur l'argent qu'ils gagnaient, qui était évidemment en partie récupéré par le maître, tout de même parvenir à économiser de l'argent au fur et à mesure pour acheter sa liberté. Mais un esclave qui fuit et qui atteint le nord était considéré comme en sécurité et protégé. Sauf que bien évidemment, cela change en 1850 avec cette loi qui donc oblige les États du Nord à dénoncer et rendre les esclaves fugitifs au sud. Mais la question se complique encore en 1857 avec ce qu'on appelle le cas Dred Scott, une décision de la Cour suprême qui décide que les Noirs ne peuvent pas être libres et que cela n'est pas garanti par la Constitution, et donc que leur statut d'homme libre n'existe pas. Donc les possibilités finalement de s'émanciper sont de plus en plus réduites, et c'est bien évidemment également une des causes de la guerre de sécession, puisqu'évidemment l'esclavage est un sujet de plus en plus pesant dans la nation américaine. En 1869, Harriet Tubman publie ses mémoires, écrites avec Sarah Hopkins Bradford. Quelle valeur ce témoignage a-t-il pour les historiens ? Comment on peut l'aborder ? Les mémoires de Tubman sont doublement intéressantes, puisqu'il s'agit d'abord d'une historienne, Sarah Hopkins Bradford, qui écrit également sur une autre femme. Donc c'est également un des premiers cas, finalement, d'une histoire qu'on pourrait, entre guillemets, qualifier de féministe. Et pour les historiens, c'est essentiel, puisque pour connaître ce qu'était la vie des esclaves, il n'y a que les récits d'anciens esclaves qui permettent finalement de connaître leur vie au quotidien, puisque cela, évidemment, n'est pas présent dans les archives des planteurs. Alors évidemment, comment l'aborder aussi ? Bien entendu, l'historien, s'il fait un vrai travail, peut se rendre compte que certaines scènes peuvent être également romancées, puisque c'est avant tout un ouvrage littéraire qui vise à être vendu. Ce qui est également intéressant, c'est que finalement le livre de Sarah Hopkins Bradford vise également à préserver l'héritage d'Harriet Tubman. Et si elle bénéficie finalement directement de la vente des livres, c'est parce que ce livre permet également de militer pour le fait qu'elle obtienne sa pension militaire d'ancienne combattante pendant la guerre de sécession, qu'elle n'a toujours pas en 1869,
et qu'elle n'obtiendra qu'en 1899. Antoine Guégan, vous êtes spécialiste de la représentation de l'esclavage au cinéma. En 2013 sortait la toute première adaptation hollywoodienne d'un témoignage d'anciens esclaves, 12 Years a Slave, adapté des mémoires de Solomon Northup. En 2019, on le disait au début de l'émission, la réalisatrice américaine Cassie Lemons consacrait un biopic à Harriet Tubman. Le film s'intitule Harriet. Pourquoi est-ce que Hollywood a attendu aussi longtemps avant de s'emparer de ces récits ? La première réponse, c'est la méconnaissance aussi des États-Unis, en tout cas des Américains, avec leur propre histoire. C'est-à-dire que mettre en avant ces récits d'esclaves qui se révoltent, c'est également montrer finalement une résistance contre la nation américaine. Et bien entendu, pendant très longtemps, de tels récits, si Hollywood s'aventurait à les produire, c'était peut-être s'attendre à ce que le film puisse être interdit dans le sud des États-Unis, ou en tout cas boycotté. Et ça, c'est réellement un cas connu, avéré jusqu'aux années 1970. L'autre raison également, c'est tout simplement du point de vue des spectateurs. Ça peut paraître absurde, mais ce sont des héros noirs africains-américains. Et donc le spectateur blanc aurait du mal à s'identifier à ces personnages. Et c'est certainement pour cette raison que l'on adapte en premier au cinéma 12 Years a Slave, qui est finalement le récit d'un ancien esclave, mais libéré par un blanc. Et donc finalement, le dernier personnage positif blanc, ce n'est pas évidemment le maître, c'est le libérateur, celui qui va libérer Solomon Northup. Et c'est également un film où il n'y a pas de résistance directe. Et ça aussi, je pense que c'est un véritable problème, de montrer que des Noirs, des Africains-Américains, des esclaves peuvent se révolter contre les États-Unis, ou en tout cas contre des représentants de l'autorité du Sud. Et le cas de Harriet Tubman, Cassie Lemons, montre peut-être un changement de paradigme qu'on peut réellement rattacher également au mouvement plus large du Black Lives Matter. Donc cette nécessité également, aujourd'hui aux États-Unis, de produire des films qui mettent en valeur la mémoire africaine-américaine. Et ce sont des films aussi qui sont produits et destinés parfois comme c'est à Netflix, et qui ensuite peuvent faire en sorte que l'audience soit dirigée vers des spectateurs africains-américains. Ce ne sont pas forcément des films qui se destinent au grand public au sens le plus large, comme ça peut être le cas avec les très grosses productions américaines. En 2016, l'administration d'Obama annonçait que le visage d'Harriet Tubman allait figurer sur les billets de $20, un projet qui a repris du retard à cause de l'administration Trump. Qu'est-ce que ça dit des fractures qui divisent le pays encore aujourd'hui ? Cela montre bien évidemment que l'héritage de l'esclavage est encore très pesant. Ces manifestants antifascistes qui manifestaient à Charlottesville, une ville importante de Virginie, contre justement ces mouvements pro-trumpistes de l'extrême droite américaine, qui sont finalement des mouvements qui reprennent quelques caractéristiques de mouvements suprémacistes comme le Ku Klux Klan, et qui manifestaient eux contre le déboulonnage de statues mettant en valeur des héros de la guerre de sécession. Et ces manifestations se sont soldées par la mort d'une militante antifasciste écrasée par une voiture folle. Donc on voit bien encore aujourd'hui à quel point cet héritage autour de la question de l'esclavage est très prégnant, et comment il continue à diviser les États-Unis. Ce qui montre bien qu'aux États-Unis, à l'heure actuelle encore, la question de l'héritage de l'esclavage doit être encore renégocier, discuter d'un point de vue fédéral, donc réellement national, par de vraies volontés fédérales. Et quelque part, ce souhait de Barack Obama de vouloir faire de Harriet Tubman le visage du billet de $20, qui aurait remplacé Jackson, un ancien président sudiste, était un signal fort également de ce changement de mentalité. Et le fait que Trump s'y oppose montre bien évidemment à nouveau cette fracture de plus en plus prégnante encore aujourd'hui. Mais merci beaucoup Antoine Guégan de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Harriet Tubman, la Moïse Noire. Pour découvrir le récit de sa propre histoire, je vous invite à lire ses mémoires, publiées pour la première fois en français aux éditions Payot et Rivage. Merci beaucoup. Merci. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.